Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Je tiens à remercier d'abord Alain Libera et tous ceux qu'il a cités pour son invitation. Et je le remercie aussi de nous avoir aidés, au nom des organisateurs et des participants, à mettre ce colloque en place. Alors, ma conférence s'appelle « L'avéroïsme aujourd'hui », mais il va falloir m'excuser peut-être tout de suite, parce que malgré ce que suggère ce titre, je ne vais pas faire une sorte de présentation ou d'état des lieux global, exhaustif, pas du tout, parce que ce serait trop long, trop fastidieux, s'il s'agissait de montrer où en est la recherche sur tous les pans du dossier. Donc je vais plutôt tirer un fil conceptuel, et dégager, chemin faisant, ce qui me paraît déterminant, et qui restera très partiel de toute façon. Alors je commence par dire de quoi je parle, en un sens d'abord volontairement restreint et paradoxalement un peu traditionnel. Tel que je le prends ici, l'avéroïsme dans le monde latin, c'est en premier lieu l'ensemble, un ensemble qui n'est pas homogène, je vais y revenir, l'ensemble des lectures favorables d'un point de vue rationnel à la doctrine de l'intellect exposée par Averroès dans son grand commentaire au traité de l'âme d'Aristote. Et plus précisément, plus techniquement, l'avéroïsme compris de cette façon, cela désigne toute lecture philosophiquement favorable à cette triple thèse. Premièrement, la thèse d'une certaine séparation substantielle de l'intellect, et plus exactement ce qu'on appelle l'intellect matériel, qui désigne le substrat des pensées dans la tradition. Deuxièmement, la thèse de l'unicité de cet intellect. Et troisièmement, la thèse de son caractère non seulement incorruptible, mais inengendré. Autrement dit, une éternité, non seulement a parte post dans le futur, mais a parte ante dans le passé. Donc l'intellect est une substance séparée des corps, l'intellect est unique pour toute l'espèce humaine, l'intellect est inengendré, incorruptible. D'un point de vue conceptuel, pour moi, ici, l'avéroïsme, c'est d'abord cela. Or cela, on l'a longtemps appréhendé, on l'a lu longtemps à travers la réfutation géniale que Thomas d'Aquin, sans doute mieux que les autres, en avait donnée tout au long de sa carrière. Réfutation géniale qui culmine dans ce pamphlet, dans ce chef-d'œuvre de 1270, qui est le De Unitate Intellectus contra Averroistas, de l'unité de l'intellect contre les avéroïstes. Un texte dont on peut dire assurément qu'il sert de matrice, il sert de référence à toutes les positions ultérieures, qu'elles soient positives ou négatives. Par conséquent, longtemps, l'avéroïsme a été l'avéroïsme de Thomas d'Aquin, l'avéroïsme selon Thomas, l'adversaire, l'avéroïsme tel que l'Aquinate l'avait formulé et condamné et, pourrait-on dire, réduit à néant. Or cela qui nous conduit au moins jusqu'au dernier Gilson, dont on a parlé il y a quelques minutes, à imposer une grille de lecture, c'est-à-dire non seulement quelques concepts censés ramasser correctement l'essentiel de l'avéroïsme, mais aussi une certaine idée de ce qu'on pourrait appeler le geste ou la posture philosophique de l'avéroïsme qui concerne son rapport à la foi, le rapport de la raison à la foi, en vérité, à la révélation au sacré, le tout condamnant définitivement l'avéroïsme, à la fois dans l'histoire serrée de la scolastique et dans celle plus large de la philosophie européenne. Aujourd'hui, me semble-t-il, c'est tout cela qui est bouleversé. Alors, je prends un exemple, et je commence par un concept, celui de la séparation de l'intellect. La première idée que martèle Thomas d'Aquin, et je ne parle pas ici de l'effet réel que cela produira dans l'histoire de la scolastique, mais de son importance dans notre abord moderne de l'avéroïsme. L'idée donc que Thomas répète est que l'intellect chez Averroès, en tant que substance séparée, n'est aucunement, c'est ça l'adverbe important, la forme du corps, si bien qu'Averroès, loin d'être le commentateur d'Aristote, en aurait été le dépravator, l'assassin, le corrupteur, si vous voulez, puisqu'il détruit les principes, par sa théorie de l'intellect séparé, il détruirait, Averroès, les principes même de l'illémorphisme aristotélicien, et qu'il ne fait rien que promouvoir, cet Averroès en fait qu'une forme aggravée de dualisme platonicien. Je dis aggravé parce que pour Platon, l'homme au moins c'est l'intellect, alors que pour Averroès, l'homme serait le corps animé, indépendamment de l'intellect, c'est-à-dire à peine plus qu'une bête. Sauf que cela ne va pas, et la recherche s'en est saisie, car l'une des élaborations théoriques majeures d'Averroès, puis de l'avéroïsme, c'est justement, et tout au contraire, d'avoir essayé de penser jusqu'en noétique
la notion de forme, c'est-à-dire d'avoir essayé de sauver l'illémorphisme aristotélicien jusqu'à l'intellect. Peu importe dans un premier temps ce qu'on peut penser de cette entreprise et de son fruit. L'essentiel est que là où Aristote nous laisse démunis, et chacun sait que l'intellect apparaît comme problème dans son traité de l'âme, Averroès essaie, en aristotélicien, de concevoir une formalité d'un nouveau genre, une formalité élargie au cadre adapté, disons, au cas de cet animal métaphysique qu'est l'homme. Averroès ne veut ici ni d'Alexandre, ni de Platon, il vise lui aussi une troisième voie, celle d'Aristote, afin d'établir en quel sens l'intellect, nonobstant son immatérialité et le caractère anorganique de son acte propre, la pensée, comment l'intellect, donc nonobstant cela, peut être la forme du corps constitutive de l'homme. Et le thomisme, de ce point de vue d'ailleurs, n'est rien qu'une tentative concurrente, ce qui pourrait expliquer d'ailleurs la violence de l'opposition. En tout cas, cela pour moi veut dire ceci, que pour bien comprendre l'avéroïsme, pour l'évaluer, il faut, outre l'histoire de sa dénonciation dans la scolastique latine capitale, il faut relire Averroès, ce qui est une évidence, et même relire en arabe Ibn Rushd, dont Averroès, d'une langue à l'autre, n'est pas toujours la réplique exacte. Lire Ibn Rushd, lire Averroès, et tout Averroès d'ailleurs, toute son œuvre presque, pas seulement en tout cas les traités de psychologie, mais ses commentaires de la physique, ses commentaires de la cosmologie, de la métaphysique, ses traités de médecine, ses traités juridiques. Lire Averroès, c'est comprendre ici que chez lui, l'intellect humain, en tant qu'il est humain, est bien une forme, même si c'est une forme inédite, même si c'est une forme sui generis, une forme qui combine à la fois des traits propres aux formes naturelles, inscrites dans leur matière, et des traits propres aux formes séparées, ces intelligences célestes, dont l'être, dit Averroès, n'est pas constitué par leur sujet. Dans cette bivalence, l'intellect humain est une forme qui décroche, certes, de la matière, mais qui, quoique surplombante, ne s'envisage que comme sommet, que comme point culminant d'une série de couches, d'une série de formes ou de formalités inférieures. L'intellect est la forme de ces formes. Voilà ce qu'Averroès, héritier ici d'Alexandre d'Aphrodise, nous dit et veut essayer d'établir. Et cela, y compris dans le grand commentaire du traité de l'âme, celui que lisent les latins, lorsqu'il parle de l'intellect matériel en termes de substance. Alors le concept de substance est fort, évidemment, mais il ne se laisse pas rabattre sur un modèle univoque de substance première, et dans cette mesure, il ne doit pas nous interdire de penser l'intellect, je le répète, comme le point universel chapeautant une série ordonnée de formalités individuelles dont, en dépit de son décrochage, en dépit de sa séparation, il dépend. Ce qui signifie qu'Averroès, contre ce que dit Thomas, puis la tradition qu'il nous revient d'affiner ou de revoir, Averroès ne défend pas une théorie du clivage entre intellectualité et corporalité, mais plutôt une théorie de la stratification. L'homme est un être stratifié, il a l'unité d'un feuilletage, dont le dernier niveau, dans sa coupure, s'inscrit dans le prolongement de ce qui précède. Si on lit Averroès, c'est ce qu'on trouvera, et qui change la façon qu'on a d'appréhender son discours sur l'homme. Et c'est aussi ce que les avéroïstes cherchent à leur façon, en relançant avec Averroès, avec une certaine inventivité, je vais y revenir. Je prends deux exemples au début du XIVe siècle à Paris. Thomas Wilton, d'abord, c'est un théologien anglais, qui, dans l'une de ses œuvres, se révèle très favorable à la noétique d'Averroès, qu'il expose assez longuement. L'intellect humain, dit-il, est bien une substance, une réalité subsistante, mais si elle est séparée, c'est dans la mesure seulement où elle n'est pas mélangée au corps, et non pas du tout, parce qu'elle pourrait exister complète en étant coupée des corps. Cet intellect subsistant, en effet, est une forme, dit Wilton, une forma informans dans le latin de l'époque, une forme informante, et non pas seulement, c'est technique, et d'ailleurs promis à un assez bel avenir, et non pas une forme assistante. Une forme informante, c'est-à-dire pour Wilton, une forme ayant une inclination naturelle vers le corps, une relation de dépendance à lui, qui fait que des deux résulte un composé véritablement un, susceptible d'agir en se distinguant spécifiquement de toute autre chose. Là encore, par conséquent, et dans une théorisation qui combine plusieurs héritages, on a l'idée que l'illémorphisme aristotélicien s'achève et non pas s'annule chez Averroès, et que l'intellect, loin d'être, pour reprendre un terme théologique que Wilton, théologien lui-même, connaît bien, l'intellect, loin d'être un suppositum,
distinct du corps ou de l'homme, l'intellect en est proprement la forme, bien que ce soit dans une configuration unique au sein de l'univers. Deuxième exemple, Jean de Jandin. Jean de Jandin est un maîtresse art français, il enseigne à Paris, il est le contemporain de Wilton, il le lit, il le cite, mais avéroïste lui aussi, il défend cette thèse de l'information un peu autrement, en réactivant le concept clé du maître Sigé de Brabant, adversaire de Thomas d'Aquin, dont on a parlé, à savoir celui que Sigé tirait, selon moi, d'une lecture fine de la physique et de la cosmologie d'Averroès, le concept d'opérance intrinsecum, un peu étrange à nos oreilles, le concept d'opérant ou d'opérateur intrinsèque, d'opérateur intrinsèque approprié au corps, dit Jean. Et Jean dit ceci: l'intellect, certes, n'est pas inhérent à la matière. C'est banal, pour tous les aristotéliciens évidemment. Ce n'est pas une forme inscrite dans le corps et qui, en s'y inscrivant, lui conférerait son être. Cela, évidemment, non. Mais c'est une forme quand même. C'est une forme, mais sur un autre mode, celui justement de l'opérateur intrinsèque, où l'intellect est destiné par nature à communiquer avec le corps dans la production de l'acte mental et vient constituer avec lui un agrégat sans équivalent dans la nature, à savoir l'homme. Ici, plusieurs choses capitales apparaissent sur lesquelles on a raison de ne plus glisser. D'abord, l'intellect est présenté comme forme, ici aussi, comme forme du corps, même si c'est autrement que ne l'est une forme matérielle immanente. Ensuite, cet intellect forme apparaît bien comme constitutif de l'homme. Ce qui veut dire ceci, que l'intellect, oui, est un moteur du corps, lequel, à part, possède son essai, son être, mais il n'est pas, pour l'homme, un moteur. L'intellect, en tant que moteur du corps, est constitutif de l'être homme de l'homme. L'intellect, autrement dit, ne donne pas seulement au corps, ou plutôt au composé de l'intellect et du corps d'agir, il lui donne à ce composé, dans cette action, par cette action, un être. Cette thèse n'est pas mineure, ne serait-ce que pour la complexification qu'elle implique de la métaphore du pilote et du navire, à quoi l'on pourrait résumer trop vite l'anthropologie avéroïste. De cette première série d'exemples, en tout cas, on peut tirer plusieurs leçons. Il ressort que les avéroïstes défendent Aristote avec Averroès, mais non pas qu'ils le répètent platement, sans écart, sans réactivité, sans nouveaux emprunts, sans trouvailles. Ils tiennent compte, au contraire, il nous faudrait du temps pour le préciser, ils tiennent compte des critiques thomasiennes, par exemple, puis de Gilles de Rome et de tous les autres. Et l'on pourrait montrer qu'ils intègrent diversement bien des concepts de l'époque, notamment les concepts scotistes, absolument déterminants dans le paysage avéroïste du début du XIVe. S'ils ne répètent pas platement Averroès, il apparaît aussi que les avéroïstes ne sont pas des clones, tous identiques les uns aux autres. Jean de Jandin, par exemple, n'est pas Sigé, même quand il le cite, il n'est pas Wilton, même quand il le copie sur des pages. Bref, sur la base d'un même rapport textuel favorable à Averroès, et c'est peut-être d'abord le rapport textuel qui constitue la définition de l'avéroïsme, un même rapport textuel, peu ou prou, il y a d'un point de vue théorique, non pas, comme Alain Libéral a rappelé tout à l'heure, un avéroïsme, mais des avéroïsmes, différentes manières de comprendre et d'intégrer l'exégèse du commentateur, et cela dès le début, dès la fin du XIIIe siècle, et non pas seulement à la Renaissance, comme on l'a pensé. Si l'on prend par exemple la question capitale des fins dernières, de l'accomplissement total de l'homme dont les avéroïstes soutiennent qu'il est possible ici et maintenant, et par les seules forces de la raison, eh bien c'est la même chose, tous n'interprètent pas de la même façon ce que dit Averroès quand, de façon très technique, il parle d'une jonction formelle à l'intellect agent. Nous avons une série de positions. Et j'ajoute une chose, c'est que non seulement les avéroïstes ne sont pas des doubles les uns des autres, mais même chez un auteur, l'avéroïsme n'est pas d'un bloc. Comme si la reprise d'Averroès devait être nécessairement totale et sans discussion. Je pense à Wilton, encore une fois, quand il défend contre la foi, mais aussi contre Averroès, en une sorte de troisième vérité, l'idée que l'intellect serait singulier et que son premier objet, d'ailleurs, serait lui-même le singulier et non pas l'universel. Une thèse étonnante et un geste théorique inouï, subtil, qui signifie que même chez un auteur, chez un seul auteur, l'avéroïsme n'est pas monolithique et s'ouvre sur des perspectives parfois inattendues, que je n'ai pas le temps de préciser ici. En résumé, nous pourrions dire, pour progresser un peu, qu'il y a deux grandes erreurs symétriques à éviter. Celle, d'une part, qui consisterait à faire des avéroïstes de simples copistes du maître, des copistes qui, au fond, répéteraient sans chercher à comprendre, et celle, d'autre part, qui en ferait des épigones imbéciles, et tous imbéciles de la même façon.
finalement ne comprenant rien, incapable même de reproduire, ce qui signifie que le bestiaire de l'avéroïsme ne se réduit pas à ces 2 ou 3 animaux, d'un côté le perroquet ou le singe et de l'autre l'âne. Il n'en va pas ainsi et pour une raison générale. L'avéroïsme doit être envisagé dans une dimension réellement philosophique de réappropriation active et différenciée des exégèses d'Averroès pour commenter Aristote. Pour le dire autrement, les avéroïstes sont des auteurs, au sens littéral du terme, des auctores, c'est-à-dire des hommes qui développent, et comme ils l'entendent, au sens littéral du terme aussi, un pouvoir inaugural de croissance. Ce pouvoir, c'est celui du système d'Averroès dans sa dépendance à Aristote et au péripatétisme gréco-arabe. La véritable marque d'un grand système, en effet, est d'ouvrir vers ce qu'il n'exhibe jamais entier, au point d'autoriser divers déploiements des virtualités théoriques qu'il contient. L'avéroïsme est l'histoire de ces déploiements. L'avéroïsme est l'histoire diversifiée mais cohérente de certaines des possibilités théoriques de la pensée d'Averroès. Sigé de Brabant, Thomas Wilton, Jean de Jandin et tous les autres, ou presque, car on ne peut pas nier que le mouvement s'épuise, ceux-ci ont comme intérêt de produire presque autant d'interprétations que le texte d'Averroès, lui-même instable, inquiet, compte de problèmes. Plusieurs interprétations, mais au sein d'une même famille, c'est-à-dire autour d'un certain nombre d'options théoriques qui suffisent à faire un camp contre un autre. Il faut insister sur la dimension philosophique ou conceptuelle dont je viens de parler parce que c'est ce qu'on a le plus reproché à l'avéroïsme, son manque. Or, l'exemple principal que j'ai choisi sur les rapports de l'intellect séparé au corps montre l'inverse. L'avéroïsme ne se contente pas de prendre position en répondant oui ou non sur la question de savoir si l'intellect est forme du corps. Ce qu'il fait avec Averroès et adossé à une tradition compliquée, c'est plus en amont de s'interroger sur ce qu'est une forme, comme tout bon philosophe au fond. Qu'est-ce qu'une forme ? Quelles sont les conditions de l'information ? N'y a-t-il par exemple d'information que par l'inhérence ? Ou peut-on concevoir quelque chose comme une perfection séparée, laquelle demande de repenser l'articulation entre l'être, la puissance et l'agir ? C'est cela qu'Averroès, entre autres, essaie de penser. Et c'est cela aussi que les avéroïstes travaillent et qui réinscrit leur production dans l'histoire vive de la rationalité. Thomas d'Aquin réduit l'avéroïsme à une série de mauvaises réponses. Mais la vérité est que l'avéroïsme pose les ou 2 bonnes questions. Prenons l'exemple le plus évident. L'avéroïsme pour Thomas, et dans l'histoire, c'est un système impie, mais d'abord absurde, qui détruit, comme on sait, la rationalité personnelle. C'est le système dont la théorie de l'intellect séparé, unique et éternel ne permet plus de vérifier cette proposition axiomatique dont chacun est censé faire l'expérience, et qu'il suppose toujours déjà, même quand il la condamne, à savoir l'individu pense. Ce que l'on dit par conséquent, c'est que l'avéroïsme ne peut l'établir, cette proposition. Et en termes modernes, on dira de l'avéroïsme que c'est le système de l'anticogito. Sauf que la réalité théorique est toute différente, plus complexe, puisque cet énoncé hic homo intelligit, cet homme pense, voire ego cogito, cet énoncé dont on voudrait se contenter de noter s'il est ou non validé, est faussement évident, bien sûr, et qu'il enveloppe pour sa compréhension un nombre considérable de thèses qu'il n'est pas insensé d'interroger. Et c'est cela que fait l'avéroïsme. L'avéroïsme ne dit pas, évidemment, l'homme ne pense pas. Les avéroïsmes demandent, avant d'autres, qu'appelle-t-on penser ? Qu'est-ce que l'homme ? Quel rapport, par exemple, entre la pensée et l'expérience de la pensée ? De quoi fais-je l'épreuve quand j'assure, le cas échéant, que je m'éprouve pensant ? Ou encore, si l'on se rappelle que les adversaires prétendent que l'homme, dans l'avéroïsme, n'agit pas sa pensée, ou que la pensée qui se fait n'est plus la sienne, l'avéroïsme demande quelles sont les conditions d'effectuation, d'attribution, d'imputation de l'agir ? Va-t-il de soi que doivent intervenir la notion d'intériorité, celle de sujet, ou placer dans le montage de l'action mentale la volonté et avec quel effet ? Que fait le fantasme ? Quelle est sa portée ? C'est tout cela que l'avéroïsme remue et qui montre bien l'existence de carrefours problématiques dont la pensée européenne qui s'impose avec Thomas et d'autres, avant de disparaître elle aussi, n'aura jamais été qu'une voie, qu'une des issues. En étant attentif par conséquent aux nuances qui séparent au sein d'une même famille Averroès des avéroïstes, en prêtant attention aux différences qui singularisent les avéroïstes, voire à celles qui travaillent chacune de leurs exégèses, il faut insister, je le redis, sur la dimension philosophique
et philosophiquement féconde de l'avéroïsme. Et par là, une fois encore, on doit revoir le jugement sévère que Gilson portait sur l'avéroïsme. Gilson a de belles pages, des pages magnifiques, mais terribles contre l'avéroïsme, dont il fait un mouvement, je cite, obstiné et borné. Un mouvement qui se contente de ressasser, de radoter les propos d'Averroès, en se murant en quelque sorte sur le seul terrain de la raison, dans le projet étroit de conserver Aristote. L'avéroïsme serait par essence conservateur, psittaciste, et, je cite à nouveau Gilson, d'une stérilité philosophique complète. Pourquoi cela ? Parce que l'avéroïsme constituerait le dernier avatar d'une philosophie grecque coupée de la révélation chrétienne. Et que pour Gilson, la raison laissée à elle-même, la raison seulement rationnelle, est sans dynamique, sans avenir, sans fruit véritable. C'est l'une des grandes thèses de Gilson, comme on sait, et dont l'avéroïsme, entre autres, aura longtemps fait les frais. Que sans l'auxiliaire de la révélation, la philosophie vainement pure s'éteint. Que seul le révélé chrétien peut féconder la rationalité, l'animer du dedans, la galvaniser, et finalement lui donner de s'achever. La recherche actuelle doit à peu près tout discuter d'une telle lecture. À 3 niveaux au moins. Premièrement, la condamnation de Gilson ne repose pas sur un examen de ce que montrent réellement les commentaires avéroïstes et que les éditions critiques font apparaître. Ceux-ci, je le répète, sont pluriels, beaucoup plus dialectiques qu'on ne l'a dit, et pleins des concepts de leur époque, en dialogue plus ou moins explicite avec les autres maîtres, les autres théologiens. La seule idée, par conséquent, d'une école, et qui plus est d'une école suiviste, fermée sur elle-même et imperméable à tout, cette idée, ne serait-ce que d'un point de vue factuel, est inexacte. Deuxièmement, l'idée que seule la raison fécondée par la révélation chrétienne soit fertile, cette idée n'a évidemment rien de scientifiquement acceptable, même s'il est clair que la pensée médiévale latine, de ci, de là, s'est accrue du dynamisme qu'exerçait sur elle, par exemple, la christologie ou la théologie trinitaire. Cela, en tout cas, ne peut valoir comme principe scientifique général. Et à dire vrai, pour bousculer un peu les rengaines, avec un peu de provocation, on pourrait même le renverser et soutenir que c'est la raison avéroïste parfois, qui aura fécondé la théologie chrétienne. La recherche récente, en effet, s'intéresse au voisinage, au rapprochement entre les conceptualisations avéroïstes et celles de la théologie chrétienne. Occam, par exemple, ne manque pas de relever avec beaucoup de finesse que ce que les avéroïstes appellent copulatio, couplage, jonction, pour penser le rapport de l'intellect à l'homme, c'est ce que les chrétiens appellent assumptio, assomption, pour expliquer comment Dieu assume la nature humaine. Si bien, semble suggérer Occam, qu'on ne saurait trop vite condamner l'avéroïsme sans risquer l'inconséquence de démonter ce qui, dans le christianisme, joue à plein. Ce type d'approche, où l'on pointe une sorte d'isomorphisme conceptuel dans l'avéroïsme et dans la théologie, est caractéristique du début du XIVe siècle et se retourne contre un anti-avéroïsme trop immédiat du christianisme, voire du thomisme. Car Thomas, que fait-il ? Une chose stupéfiante dont il finira par effacer les traces. Pour penser, pour concevoir ce cœur de la théologie chrétienne qu'est la vision béatifique de Dieu par essence, c'est Averroès qu'il va chercher, et plus que cela, même l'Averroès du grand commentaire au traité de l'âme, que par ailleurs il dénonce. De quoi s'agit-il ? Pour le dire très vite, il s'agit de réfléchir sur l'agir par. L'homme, compte tenu de son infirmité, aura besoin pour voir Dieu d'agir par lui, par Dieu, lequel ainsi se fera en quelque sorte le moyen d'un acte dont il sera aussi la fin. Or Thomas pose que l'âme finie du bienheureux agira par Dieu en le voyant, comme chez Averroès, l'homme agit par l'intellect transcendant quand il le conçoit et s'ouvre à l'espace de l'intelligible pur. Je le disais, c'est la philosophie d'Averroès ici qui alimente la théologie chrétienne. Et l'on pourrait même compliquer le diagnostic. C'est mon troisième point dans la discussion des jugements de Gilson. Troisièmement, en effet, cette rationalité avéroïste dont Gilson soutient qu'elle est recluse, stérile, et dont nous venons d'indiquer qu'elle a pourtant œuvré très paradoxalement au cœur du christianisme, cette rationalité, pour bien la comprendre, il ne suffit pas de l'inscrire dans son héritage gréco-arabe, celui de la falsafa, mais dans son dialogue aussi avec la théologie islamique du kalam. Ce qui veut dire, et ouvre des perspectives d'analyse toutes nouvelles, que dans le dynamisme de la théologie chrétienne et dans celui plus largement de la pensée scolastique, si Averroès et l'avéroïsme y ont joué quelques rôles, il faut intégrer ce qui conceptuellement s'est élaboré dans les polémiques avec la théologie de l'islam. Autrement dit,
Non seulement l'on peut sans doute retrouver dans Averroès et l'Averroïsme une raison intéressant la théologie chrétienne, mais c'est une raison pleine de sa confrontation au calame. Je vous donne un exemple à nouveau très très bref, celui de la causalité. On a souvent vanté l'équilibre de la théologie thomasienne de la causalité qui défend, fondée sur la puissance de Dieu, une efficace réelle des causes secondes, qui reconnaît donc des natures, qui prête une consistance au monde et aux choses qui le constituent, et sauve, ce faisant, à la fois la physique et l'articulation de la physique à la métaphysique. Cette doctrine, il ne serait pas très difficile de montrer sa dette, pour dire le moins, à l'égard de celle d'Averroès. C'est tout simplement sa relance. Et cette doctrine d'Averroès, il ne serait pas très difficile de montrer que c'est contre l'atomisme, l'occasionnalisme et la causalité seulement verticale défendue par les mutakallimun qu'Averroès l'a bâtie. Ce qui veut dire que dans l'Averroïsme, il y a Averroès, bien sûr, mais que dans Averroès, il y a Ibn Rushd. Et dans Ibn Rushd, il y a aussi à divers titres la théologie du kalam. Voilà effectivement une complication du schéma qui voudrait tout réduire à l'affrontement entre raison averroïste d'un côté et révélation et théologie chrétienne de l'autre. Ce qui nous amène à mon dernier point, qui concerne la question du statut de l'averroïsme. Sur cela aussi, la recherche actuelle évolue, a changé. Quel est le statut de l'averroïsme dans l'histoire de la philosophie, dans le cours vivant de la rationalité ? Si l'on récuse le jugement de Gilson, qui n'y voit qu'une impasse, que le ressassement inutile et vain d'une raison mourant au fond de n'avoir eu fin que d'elle-même, on dira d'abord que l'averroïsme a d'abord été déterminant par la réaction qu'il a suscitée, par le contrepoison, si je puis dire, dont il aura rendu l'élaboration nécessaire. On voit bien en effet qu'Averroès et Sigé de Brabant ont eu un effet sur Albert le Grand, sur Thomas d'Aquin, sur Gilles de Rome, puis sur les autres, en les engageant, ce qui est très intéressant d'un point de vue historico-conceptuel, sur la voie d'une théorisation massive des évidences ou des condamnations immédiates qu'ils leur opposaient. Il a fallu en effet, contre l'averroïsme, produire ou affiner les concepts de ce qu'on pourrait appeler l'espace de précompréhension latine de la pensée ou de l'humanité de l'homme, entre autres. Par exemple, c'est contre l'averroïste Jean de Gendin et sa doctrine de l'homme pensant comme agrégat, que j'ai rapidement rappelé, que des grands latins brillants comme Pierre d'Oriol ou Grégoire de Rimini ont livré de remarquables mises au point sur l'identité du je pensant et du je souffrant, bref, sur l'identité du composé humain. Et si l'on élargit le propos, on peut bien considérer que la doctrine moderne du sujet, de la subjectivité, a surgi, en partie au moins, comme anti-averroïsme. C'est d'ailleurs l'un des trajets suivis par Alain de Libera dans son archéologie du sujet. Si bien que, au moins de ce point de vue négatif, l'averroïsme, qui serait comme un contre-pôle de la pensée européenne, son autre, disons, mérite l'attention. Mais l'averroïsme n'aura-t-il eu de poids que par le rejet, fût-il constructif, qu'il aura déclenché ? N'aura-t-il servi, par exemple dans le processus conduisant à la thèse moderne du sujet-agent, n'aura-t-il servi que de contre-modèle, de repoussoir ? Cela fait partie des choses que la recherche doit discuter, dans l'idée peut-être que Averroès et l'averroïsme, bien compris, relus, auront servi non plus de repoussoir mais de ferment. Et cela aussi parce que, si je peux m'exprimer ainsi, Thomas d'Aquin et le thomisme, ramassés dans la dernière scolastique, ont perdu. Ils ont perdu de fait. Cet aristotélisme-là a perdu avec et après la Renaissance, de sorte que la philosophie nouvelle qui est apparue, avec Descartes par exemple, pourrait bien avoir gardé, repris, relancé quelque chose de ce à quoi le thomisme s'opposait. De fait, et cela aussi Alain de Libera l'a montré, la querelle d'Utrecht contre Descartes, mais dont Descartes sortira vainqueur, qui se souvient de Voetius, cette querelle rejoue au XVIIe siècle quelque chose de la querelle anti-averroïste des XIIIe et XIVe siècles. Et en effet, l'idée de l'homme comme être par accident, qu'on prête à Descartes et que Descartes doit récuser, ce sont les averroïstes, les premiers, qui ont eu à la récuser. Peut-être, autrement dit, saura-t-on dégager de l'averroïsme un certain nombre d'idées dont la modernité, un peu oublieuse, a partiellement hérité. Renan, par exemple, n'a qu'un mot à la bouche pour dire la modernité, relisez L'avenir de la science, c'est celui d'humanité, dont Alain de Libera a parlé à propos de Dante. Eh bien, dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de cette notion, l'humanité, l'averroïsme et sa doctrine de l'intellect unique, pour l'espèce unique,
ne compte sans doute pas pour rien. Et pour qui lit bien, de fait, c'est peut-être cela qui a fasciné Renan dans l'Avéroïsme, dont il est par ailleurs, comme on sait, le grand critique. Renan écrit, je le cite, « Une humanité vivante et permanente, tel semble être le sens de la théorie avéroïstique de l'unité de l'intellect. » Ce sens éminemment positif, c'est celui qu'il croit pouvoir lire aussi dans le progrès du monde moderne au XIXe siècle. Si l'on reprend du reste la notion la plus célèbre de l'avéroïsme, celle de l'intellect unique, on peut en déceler une puissance théorique très actuelle. L'avéroïsme, certes, héritier de la pensée arabe, c'est une doctrine du partage anthropologique fort entre l'élite et la foule, la masse, le vulgaire. Mais dans le même temps, et presque à l'inverse, c'est aussi le système qui, plus qu'aucun autre peut-être, a essayé d'établir quelque chose comme la puissance commune de pensée de l'humanité. L'intellect n'est pas un comme une réalité substantielle classique, je veux dire comme Socrate par exemple, ou comme notre soleil. Il est un comme puissance commune. Il est un comme puissance globale, comme condition globale d'apparition du pensable, qui se distribue comme puissance singulière de pensée chaque fois qu'un individu fantasme et fait œuvre d'homme. On retrouve ici les réflexions politiques les plus contemporaines sur ce qu'on appelle la communauté des égaux, où l'on essaie de concevoir, je cite Rancière par exemple, la distribution différenciée des formes d'investissement d'une intelligence qui est la même pour tous. Quoi qu'il en soit, et à plus large échelle, il faut réinscrire Averroès et l'avéroïsme dans l'histoire commune de la philosophie. Il faut les pister dans la raison pure de Kant, ou comme Herder le voyait, quoique pour le condamner, dans sa conception de l'humanité en marche dans l'histoire. Il faut les pister chez Spinoza, évidemment, qui paraît comme un fils aussi maudit que le père. Il faut les pister dans la volonté générale chez Rousseau, et dans cette idée donc du moi commun. Il faut les pister dans la notion d'appropriation chez Locke, dans les critiques nietzschéennes de la subjectivité, dans le General Intellect de Marx, dans les peurs du grand tout, où s'abîment les raisons individuelles, les volontés, ces peurs qu'inspirait le socialisme au XIXe siècle puis le communisme. Il faut les pister dans le principe même de la sociologie de Durkheim, chez Frege et son troisième royaume, dans le scénario heideggerien, bien sûr, du devenir de l'hypokaimenon, et chez Freud, assurément, dans la psychanalyse, qui à bien des égards paraît un avatar de l'avéroïsme. Alors oui, peut-être, l'avéroïsme, comme le dit Gilson, est-il obstiné et borné. Mais de quoi cette obstination, cette insistance est-elle le signe? Voilà la bonne question. Et ce qui, aux yeux de Gilson, marquait la nullité de l'avéroïsme, pourrait bien, à l'inverse, être l'indice de sa valeur. De quoi un système qui reparaît, qui s'entête, est-il le symptôme? De quoi, sinon du fait que les questions qu'il pose sont de celles qui coincent, de celles dont on s'arrache, mais auxquelles on est reconstruit parce qu'elles sont là, qui nous précèdent et nous survivent. Je vous remercie.